Quand Breakfast at Tiffany's est sorti sur les écrans en 1961, ce n'était pas juste un autre film, c'est devenu un classique instantané. Le style d'Audrey Hepburn, le charme de New York et cette fameuse scène d'ouverture devant Tiffany's, tout cela a marqué l'histoire. Le film avait l'air soigné et parfait, comme si chaque détail avait été soigneusement planifié. Mais derrière la caméra, les choses n'ont pas toujours été faciles. Des changements de casting, des corrections de dernière minute et des erreurs se sont glissées entre les mailles du filet. Et oui, quelques gaffes se sont retrouvées dans le montage final sans que personne ne s'en aperçoive. Rejoignez-nous pour examiner de plus près Breakfast at Tiffany's, fête cachée, et révéler quelques gaffes cachées à la vue de tous. Un classique est né, Breakfast at Tiffany's est sorti en 1961. Il a été réalisé par Blake Edwards et écrit par George Axelrod. Le film est basé sur une nouvelle de 1958 de Truman Capote. L'histoire suit Holly Golightly, incarnée par Audrey Hepburn. C'est une mondaine, charmante, élégante, mais un peu naïve. Holly rencontre Paul Varjak, incarné par George Peppard. Paul est un écrivain en difficulté qui emménage dans son immeuble et leur vie commence à se croiser de manière inattendue. Le film met également en vedette Patricia Neal, Buddy Ebsen, Martin Balsam et Mickey Rooney. De nombreux fans se souviennent d'Oranger le chat, dressé par Frank Hinn comme d'un autre personnage du film. Lors de sa sortie le 5 octobre 1961, Breakfast at Tiffany's est rapidement devenu un succès. Il a rapporté 14 millions de dollars dans le monde entier. Les critiques ont salué sa musique, son style et surtout la performance d'Hepburn. Le film a reçu 5 nominations aux Oscars, dont celle de la meilleure actrice pour Hepburn, et en a remporté 2, meilleure musique originale et meilleure chanson pour A Moon River. Le thème écrit par Henry Mancini, avec les paroles de Johnny Mercer, est devenu emblématique. Mais aussi soigné que le film est paru, le chemin pour le réaliser n'a pas été simple. En fait, ce qui s'est passé avant et pendant le tournage est tout aussi intéressant que le produit final. Et c'est là que l'histoire commence à surprendre. La bataille pour le casting. Lorsque la nouvelle de Capote est sortie en 1958, Paramount en a rapidement acheté les droits. Les producteurs Martin Duro et Richard Shepard voulaient la voir à l'écran. Mais transformer le livre en une comédie romantique n'a pas été facile. Capote tenait absolument à Marilyn Monroe. Dans son esprit, Monroe était la seule actrice capable de vraiment saisir Holly Golightly. Il a même dit « Paramount m'a doublement trahi de toutes les manières et a choisi Audrey ». Il était furieux lorsque le studio a fait un choix différent. Monroe elle-même a refusé le rôle, son coach d'acteur, Lee Strasberg, lui avait conseillé que jouer une dame de la nuit nuirait à son image. Au lieu de cela, Monroe a continué à faire The Misfits en 1961. D'autres actrices ont également été envisagées. Le rôle a été offert à Shirley MacLaine, mais elle a refusé au profit d'un rôle dans Two Loves. Kim Novak a également refusé. Même Hepburn a hésité au début. Elle ne se sentait pas confiante pour jouer un personnage aussi extraverti et audacieux. Quant au rôle masculin principal, de nombreux noms ont été discutés. Steve McQueen était le choix de Paramount pour Paul Varjak, mais il était sous contrat avec United Artists et ne pouvait pas le faire. Jack Lemmon a été approché mais n'était pas disponible, tandis que Robert Wagner a également été envisagé. Finalement, le rôle est allé à George Peppard qui a apporté une énergie différente au personnage. Les batailles de casting ont montré à quel point les choses étaient incertaines au début. Ce qui a fini par être un mélange parfait aurait pu avoir l'air complètement différent, mais le casting n'a pas été le seul bouleversement. La chaise du réalisateur a également changé de main de manière surprenante. Les drames derrière la caméra. Au début, John Frankenheimer a été choisi pour réaliser le film. Il a travaillé avec George Axelrod qui réécrivait le scénario. Pendant 3 mois, ils se sont préparés ensemble, mais ensuite, tout a changé. L'agent Hepburn est intervenu et a insisté pour qu'un réalisateur plus en vue soit engagé. C'est alors que Blake Edwards a été engagé. Edwards était d'accord avec les changements qu'Axelrod apportait à la nouvelle.
Il pensait que l'histoire devait être plus légère et plus attrayante pour le public. Ces changements ont rendu le film très différent du livre original de Capote. Le narrateur de la nouvelle était un homme gay qui restait anonyme. Dans le film, il est devenu Paul Varjak, un homme hétérosexuel qui était un intérêt amoureux. Le ton est passé d'un drame sombre à une comédie romantique. De nouveaux personnages ont été ajoutés et une grande partie du sous-texte original a été supprimée. La production a officiellement commencé le 2 octobre 1960. Cette séquence avec Audrey Hepburn mangeant une pâtisserie devant le célèbre magasin est maintenant l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Mais le tournage n'a pas été facile. Selon un rapport, Hepburn n'aimait pas non plus les pâtisseries, ce qui a rendu la scène inconfortable pour elle. Il y a même eu un accident dangereux sur le plateau qui a failli électrocuter un membre de l'équipe. Cependant, un autre rapport affirme qu'elle a été tournée rapidement et sans trop de difficultés. La plupart des scènes extérieures ont été filmées à New York, tandis que les scènes intérieures ont été tournées sur le terrain des studios Paramount à Hollywood. Seules certaines parties à l'intérieur de Tiffany & Company étaient réelles. Même avec les défis, le film s'est lentement mis en place. Les pièces se mettaient en place, mais les drames en coulisses ne se sont pas arrêtés là. Ce qui s'est passé après la sortie a été tout aussi dramatique. Succès, héritage et controverse. Lorsque le film a finalement été présenté en première le 5 octobre 1961, il était clair que Paramount avait un succès. Avec un budget de 2,5 millions de dollars, il a rapporté 14 millions de dollars. À l'époque, c'était considéré comme un énorme succès. Variety l'a qualifié de candidat prometteur au box-office. La performance d'Audrey Hepburn a été aimée dans le monde entier. Son image dans la robe noire, les perles et le fume-cigarette est devenue une icône culturelle. La bande originale, en particulier Moon River, a marqué l'histoire. Hepburn elle-même a dit un jour qu'elle aimait tellement la chanson qu'elle s'est battue pour la garder dans le film lorsque d'autres ont suggéré de la couper. Le film a remporté 2 Oscars et a obtenu 3 autres nominations. Au fil des ans, il a reçu de nombreuses autres distinctions. En 2012, la Bibliothèque du Congrès l'a choisi pour être conservé dans le registre national des films des États-Unis, le désignant comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement important, mais tout l'héritage n'a pas été positif. Le rôle de Mickey Rooney en tant que Monsieur Yunioshi, un personnage japonais joué avec un maquillage épais, est devenu l'une des représentations les plus critiquées d'Hollywood. Bien qu'il ait été accepté à l'époque, les générations suivantes l'ont qualifié de raciste et d'offensant. Cette partie de l'histoire du film continue de susciter des débats aujourd'hui. Au fil des ans, le film n'a cessé de revenir sous de nouvelles formes. Il est d'abord sorti en VHS en 1989, puis en DVD en 2001, un DVD spécial pour le 45e anniversaire en 2006, avec des interviews, des reportages et même un hommage à Hepburn, y compris une lettre qu'elle a écrite à Tiffany & Company. En 2009, une version de la collection du centenaire est sortie avec plus de bonus pour le 50e anniversaire en 2011. Il a été numériquement restauré et est sorti en Blu-ray. Des décennies plus tard, Breakfast at Tiffany's est toujours vivant dans la culture populaire. Les gens continuent de le regarder, de le célébrer et de discuter de ses défauts. Le film, qui a failli être très différent, quand les gens parlent de Question Breakfast at Tiffany's, ils se souviennent souvent de lui comme d'un classique parfait, mais la vérité est qu'il aurait pu être très différent. Pour commencer, l'auteur Truman Capote lui-même détestait le casting d'Audrey Hepburn. Il voulait Marilyn Monroe pour le rôle de Holly Golightly. Et quand le coach d'acteur de Monroe lui a dit de ne pas jouer une dame de la nuit, elle a refusé. Capote était furieux. Il a dit « Paramount m'a doublement trahi de toutes les manières » et l'a même qualifié de « film le plus mal casté que j'ai jamais vu ». Plus tard, il dira que des actrices comme Tuesday Weld ou même Jodie Foster auraient pu être de meilleurs choix dans un remake. D'autres grands noms comme Shirley MacLaine et Kim Novak ont également refusé le rôle de Holly, et MacLaine a admis plus tard que c'était l'un de ses plus grands regrets. Même Audrey Hepburn elle-même a hésité avant de dire oui. Elle a déclaré au New York Times «
C'est très difficile et je ne pensais pas être faite pour ça. J'ai très peu d'expérience en réalité et je n'ai aucune technique pour faire des choses auxquelles je ne suis pas adapté. Je dois fonctionner entièrement à l'instinct. C'est Blake Edwards qui a finalement réussi à me persuader. Hepburn a expliqué que son style de réalisation lui semblait naturel et l'aidait à se sentir en sécurité. Même le réalisateur n'était pas le premier choix. John Frankenheimer était initialement censé réaliser le film, mais Hepburn voulait un plus grand nom attaché et c'est ainsi que Blake Edwards est arrivé. Il était connu pour Opération Petticoat et est devenu plus tard célèbre pour la série La Panthère Rose. Et en ce qui concerne le rôle masculin principal, c'était presque quelqu'un d'autre aussi. Edwards voulait Steve McQueen pour Paul Varjak, mais McQueen était toujours lié par contrat avec CBS pour Wanted, Dead or Alive. Edwards a même suggéré Tony Curtis qui était intéressé, mais les producteurs ont dit non. Finalement, George Peppard a été choisi, mais même cela ne s'est pas passé sans heurts, et c'est là que l'histoire se complique. Tension sur le plateau et conflit de casting. George Peppard, qui jouait Paul, n'était pas apprécié par la plupart de l'équipe. Le réalisateur Blake Edwards a supplié les producteurs Martin Juro et Richard Shepard de ne pas l'engager. Il s'est même agenouillé sur le trottoir, leur demandant de ne pas faire venir Peppard, mais les producteurs ont gagné et Peppard a obtenu le rôle. Le problème était qu'il refusait de suivre les instructions quand il n'était pas d'accord avec elles. Audrey Hepburn elle-même s'est frustrée avec lui, disant qu'il suranalysait tout. Elle le trouvait prétentieux. Patricia Neal, qui jouait Madame Feilenson, a également eu des problèmes avec lui. Autrefois amie proche, elle l'a décrit plus tard comme un homme qui voulait seulement être un beau gosse de cinéma à l'ancienne et pensait que son personnage ne devrait pas le dominer autant. Tous ces drames en coulisses ont rendu le tournage compliqué. Le scénario lui-même a également connu sa propre bataille. Le scénariste Sumner Locke Elliott a d'abord essayé d'adapter la nouvelle, mais les producteurs ont rejeté sa version. George Axelrod a ensuite pris le relais. Pour contourner les censeurs de l'époque, Axelrod a habilement ajouté plus de scènes homosexuelles pour Paul. Non pas parce qu'il avait l'intention de les garder, mais et pour distraire les censeurs de regarder de trop près le personnage de Holly. Son truc a marché. Les censeurs ont coupé les scènes ajoutées de Paul, mais ont laissé le style de vie controversé de Holly en grande partie intact. C'était un geste risqué, mais cela a permis à l'essence de Holly de rester dans le film. Ces luttes en coulisses ont montré tous les efforts qu'il a fallu pour que le film soit réalisé. Mais ce que le public a vu à l'écran avait l'air soigné et glamour. Et une partie de ce glamour venait des costumes et des décors qui allaient devenir légendaires. Glamour, style et scènes inoubliables. L'une des parties les plus célèbres de Breakfast at Tiffany's est la petite robe noire de Holly. Elle a été fabriquée sur mesure par le créateur Hubert de Givenchy, qui avait déjà travaillé avec Hepburn dans des films comme Sabrina, Funny Face et Love in the Afternoon. Cette robe est devenue plus tard l'un des vêtements les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. En 2006, elle a été vendue aux enchères chez Christie's pour plus de 900 000 $. Mais il n'y a pas que la robe qui a rendu le film mémorable. Blake Edwards s'est démené pour la scène de la fête dans l'appartement de Holly. Il a fallu 6 jours pour la filmer sur un plateau de tournage de Paramount et Edwards l'a rendue aussi réelle que possible. Les figurants étaient tous ses amis et ils avaient du vrai champagne, 450 litres de boissons gazeuses, 60 cartons de cigarettes, plus des plateaux de hot dog, de charcuterie, de chips, de sauces et de sandwichs. Pour ajouter encore plus de chaos, un enfumoir d'apiculteurs a été utilisé pour remplir la pièce de brume, donnant à la fête cette atmosphère sauvage et incontrôlable. Les détails amusants ne s'arrêtent peut-être pas là. Alan Reed, la voix originale de Fred Pierrafeu, a joué le gangster Sally Tomato dans le film et le rendez-vous trop enthousiaste de Holly n'a pas été crédité. Mais beaucoup pensent que la voix appartenait à Mel Blanc, qui a donné vie à Barney Rubble, Bugs Bunny et d'innombrables autres légendes du dessin animé. Un autre détail célèbre s'est produit chez Tiffany's même. Le magasin a ouvert un dimanche pour la première fois depuis le 19e siècle, juste pour que le tournage puisse avoir lieu. La sécurité était si stricte que 40 gardes armés ont dû être présents sur le sol pour s'assurer qu'aucun bijou n'était volé.
Avec tous ces efforts, il n'est pas étonnant que le film ait scintillé à l'écran. Mais alors que le glamour éblouissait, une partie du film a laissé une marque pour des raisons très différentes, regrets et controverses qui ont persisté. L'une des controverses les plus discutées du film était le rôle de Mickey Rooney en tant que Monsieur Yunioshi. Il jouait le propriétaire japonais de Holly, mais au lieu de l'authenticité, le rôle était une pure caricature. Rooney portait du maquillage, de fausses dents et des traits exagérés, transformant le personnage en un stéréotype que beaucoup ont trouvé offensant. À l'époque, il était joué pour faire rire, mais l'histoire n'a pas été tendre avec ce choix. Des années plus tard, Edwards et Rooney lui-même ont exprimé des regrets. Dans ses mémoires de 1991, Life is Too Short, Rooney a admis « J'avais carrément honte de mon rôle dans Breakfast at Tiffany's et je ne pense pas que le réalisateur Blake Edwards en était très fier non plus. » Mais des années après cela, en 2008, Rooney s'est de nouveau défendu. Lorsqu'une projection du film à Sacramento a été annulée après des protestations, il a déclaré « Ils m'ont embauché pour faire ça de manière excessive et nous nous sommes amusés à le faire. Jamais dans les plus de 40 années après que nous l'ayons fait, pas une seule plainte. Partout où je suis allé dans le monde, les gens disent « Mon Dieu, vous étiez si drôle !» Le rôle reste l'une des parties les plus critiquées du film. Un rappel que même si Pour Breakfast at Tiffany's est célébré pour sa beauté et son élégance, il porte également le fardeau de l'époque à laquelle il a été réalisé. Même avec son charme, sa musique et son style, cette controverse reste une partie inséparable de son héritage. Et tout comme la vie compliquée de Holly et Paul, le film lui-même porte des contradictions qui continuent de susciter des conversations aujourd'hui. La chanson, les paroles et la vérité sur Holly. L'une des parties les plus inoubliables de Breakfast at Tiffany's est la chanson Moon River, mais elle a failli ne jamais figurer dans le film. Au début, le parolier Johnny Mercer lui a donné le titre Blue River, mais il s'est vite rendu compte qu'il existait déjà d'autres chansons portant ce nom. Il a ensuite travaillé avec Henry Mancini, qui a eu du mal pendant 1 mois à créer la bonne mélodie. Mancini a admis « C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à écrire parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que cette femme chanterait là-haut sur l'issue de ce cours. » Après la première projection de prévisualisation, une dispute a éclaté à propos de la chanson. Dans une version de l'histoire, le président de Paramount, Marty Rankin, voulait qu'elle soit complètement coupée. Audrey Hepburn est intervenue et lui a dit qu'il la couperait par-dessus son cadavre. Dans une autre version, c'était l'un des producteurs qui a demandé son retrait. Et encore une fois, Hepburn a réagi d'une manière inhabituelle. Certaines versions racontent que Tanji Konkitanto Kekwa, c'est le producteur Richard Shepard qui s'est dressé contre le chef du studio et a dit qu'il devrait la retirer par-dessus son cadavre. Quelle que soit la version à laquelle vous croyez, une chose est restée la même. Hepburn s'est battu pour elle et la chanson est restée. Cette décision s'est avérée historique parce que Moon River a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale et est devenu un morceau de l'histoire du cinéma. La musique a touché Hepburn si profondément qu'elle a plus tard écrit une note sincère à Mancini. Elle lui dit « Un film sans musique est un peu comme un avion sans carburant. Aussi beau que soit le travail, nous sommes toujours au sol et dans un monde de réalité. Votre musique nous a tous élevés et nous a fait planer. Tout ce que nous ne pouvons pas dire avec des mots ou montrer avec des actions, vous l'avez exprimé pour nous. Vous avez fait cela avec tellement d'imagination, de plaisir et de beauté. Vous êtes donc le plus branché des chats et le plus sensible des compositeurs. Merci, cher Hank. » Elle l'a signé chaleureusement avec beaucoup d'amour, Audrey. Au-delà de la musique, il restait encore des questions sur le personnage de Holly. Capote lui-même a expliqué à Playboy en 1968 que Holly Golightly n'était pas exactement une call girl. Il a dit « Holly Golightly n'était pas précisément une call girl. Elle n'avait pas de travail, mais accompagnait des hommes à frévirer dans les meilleurs restaurants et boîtes de nuit, avec l'entente que son escorte était obligée de lui donner une sorte de cadeau, peut-être des bijoux ou un chèque. Si elle en avait envie, elle pouvait ramener son escorte à la maison pour la nuit.
Donc, ces filles sont les authentiques geishas américaines. Et elles sont beaucoup plus répandues maintenant qu'en 1943 ou 1944, qui était l'époque de Holly. Pour gérer la réputation du film, le studio a travaillé dur pour adoucir son image. Paramount a complètement évité le terme call girl. Au lieu de cela, ils ont décrit Holly comme une cook. Un communiqué de presse a même été envoyé pendant le tournage avec des acteurs donnant leur propre définition. Le producteur Martin Jureau l'a expliqué de cette façon, une cook est un chaton qui ne deviendra jamais un chat. Le studio a même insisté sur le fait que cook n'était pas un mot beatnik, s'assurant que la presse comprenait qu'il ne s'agissait pas de contre-culture. Il voulait que Holly soit perçue comme amusante, charmante et innocente. Un communiqué a même fait une blague pointue, disant « La star est Audrey Hepburn, pas Todd Hepburn ». Mais l'histoire de Holly avait une autre couche aussi. Une couche connectée à des personnes réelles qui auraient pu l'inspirer. L'inspiration et l'héritage du monde de Holly. De nombreux noms ont été suggérés au fil des ans comme inspiration possible pour Holly Golightly. Heiress Gloria Vanderbilt est souvent mentionnée, ainsi que la danseuse Joan McCracken et Carol Grace. La propre mère de Capote, Lily May, dont le nom était similaire au vrai nom de Holly, Lula May, a également été associée au personnage. D'autres disent que Carol Marcus, l'auteur Doris Lilly, l'ami de lycée de Capote, Phoebe Pierce, Una O'Neill Chaplin, l'écrivain et journaliste Maeve Brennan et le mannequin et actrice Suzy Parker pourraient tous avoir influencé Holly d'une certaine manière. Capote lui-même a appelé ce jeu de devinette le concours Holly Golightly. Il a affirmé que la vraie Holly était en fait une femme qui vivait en dessous de lui au début des années 1940. Le mystère a même conduit à un drame juridique. Une femme nommée Bonnie Golightly a intenté une action en justice pour diffamation et violation de la vie privée, affirmant qu'elle était la véritable inspiration. Mais elle a perdu le procès, mettant officiellement fin à sa prétention. Ce qui est de rester clair, c'est que Holly était un personnage construit à partir de morceaux de nombreuses femmes différentes et c'est pourquoi elle se sentait si complexe et réelle à l'écran. Même l'appartement de Holly est devenu une partie de la légende. Bien que les intérieurs aient tous été filmés sur un plateau de tournage de Paramount, la maison en grès brun utilisée dans le film était réelle. Situé sur la 71e rue Est dans l'Upper East Side de New York, le bâtiment est devenu un point de repère pour les fans du film. Des décennies plus tard, en 2014, la maison en grès brun a été mise sur le marché pour 10 millions de dollars. En juin 2015, elle a été vendue à 169 East 71st LLC pour 7,4 millions de dollars. La vente a prouvé que même des années plus tard, tout ce qui est lié à Breakfast at Tiffany's a une valeur extraordinaire, entre une chanson qui a failli ne jamais survivre, une star qui l'a défendue de tout son cœur, un personnage dont l'image a été soigneusement façonnée par le studio, des inspirations qui s'étendent des mondaines aux auteurs, et un appartement qui s'est transformé en histoire immobilière. L'héritage du film n'a fait que grandir, et plus vous regardez en profondeur, plus vous trouvez de détails qui montrent combien de secrets se cachent derrière le charme de Holly Golightly d'Audrey Hepburn. En parlant de cela, quand la plupart des gens pensent à Breakfast at Tiffany's, une chose leur vient généralement à l'esprit. Audrey Hepburn dans cette fameuse robe noire debout devant Tiffany's avec un café à la main. Au fil des ans, cette scène a été copiée, partagée et transformée en une image de style. En fait, beaucoup de gens confondent Audrey Hepburn avec Holly Golightly, le personnage qu'elle a joué. Pour eux, Holly n'est pas seulement un rôle, c'est une icône de style, un rêve de New York et le symbole de la sophistication. Mais voici la chose, ce n'est que la surface, derrière le look glamour et le charme espiègle, il y a des parties du film dont les fans ne parlent pas toujours, l'icône dont tout le monde parle. Quand la plupart des gens pensent à Breakfast at Tiffany's, une chose leur vient généralement à l'esprit. Audrey Hepburn dans cette fameuse robe noire debout devant Tiffany's avec un café à la main. Au fil des ans, cette scène a été copiée, partagée et transformée en une image de style.
En fait, beaucoup de gens confondent Audrey Hepburn avec Holly Golightly, le personnage qu'elle a joué. Pour eux, Holly n'est pas seulement un rôle, c'est une icône de style, un rêve de New York et le symbole de la sophistication. Mais voici la chose, ce n'est que la surface. Derrière le look glamour et le charme espiègle, il y a des parties du film dont les fans ne parlent pas toujours. Holly n'est pas seulement une fille de fête amusante, Paul n'est pas seulement un écrivain romantique, et le film lui-même cache un côté qui le rend difficile à aimer sans y regarder à deux fois. Ces détails n'effacent pas son charme, ils nous rappellent simplement que Breakfast at Tiffany's n'est pas seulement une douce histoire d'amour. C'est plus sombre, plus complexe et même inconfortable parfois. Et c'est exactement ce qui vaut la peine d'y jeter un autre coup d'œil. Commençons par la vérité sur Holly elle-même. Holly n'est pas simplement l'esprit insouciant que tant de gens imaginent qu'elle est. En réalité, elle a un passé beaucoup plus chaotique. Son vrai nom est Lula May. C'est une enfant mariée en fuite, issue d'un milieu montagnard, portant des cicatrices qui expliquent pourquoi elle a du mal à se connecter profondément avec qui que ce soit, sauf son frère. Dans le film, elle charme des hommes riches et les fait payer pour ce qu'elle appelle une conversation. Elle leur demande même de l'argent pour les toilettes. Ils la suivent chez l'amour chez elle en espérant avoir des relations sexuelles. Le film ne montre pas clairement si elle couche avec eux, mais ses revenus proviennent de la même manière que de nombreuses travailleuses du sexe gagnaient à l'époque. Trouver l'homme le plus riche, le charmer et le serrer contre soi. Truman Capote, l'auteur de la nouvelle, a un jour décrit Holly comme une geisha américaine. Il voulait que Marilyn Monroe la joue, pas Hepburn. Parce que le pouvoir de Holly n'était pas seulement le charme, c'était aussi son attrait évident. Cela en dit long sur qui est vraiment Holly. Il n'y a rien d'immoral dans ce qu'elle fait. C'est une question de survie. Son esprit et son éclat ne sont que des masques pour dissimuler la solitude, l'insécurité, la peur et l'instabilité. Mais il est intéressant de voir combien de jeunes femmes l'idolâtrent aujourd'hui, comme si elle n'était qu'une icône de la mode autonome. Oui, pour son époque, elle pouvait sembler indépendante, mais elle vivait aussi presque complètement en réponse aux désirs des hommes. Cela la rend plus difficile à considérer comme un modèle féministe, même si elle a été revendiquée comme telle. Et Holly n'est pas seulement une partenaire discutable, elle est aussi une criminelle sans même le savoir. Elle transmet des messages codés d'un gangster emprisonné au monde extérieur. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait, mais elle est quand même impliquée. Comme le souligne le narrateur, ce n'est pas qu'elle soit bête, elle est juste terriblement mal éduquée. Ainsi, lorsque vous regardez au-delà des perles et de la jolie robe, Holly est un personnage de contradiction, son glamour cache sa douleur, son indépendance cache sa dépendance et son innocence cache un côté criminel. Mais qu'en est-il de l'homme dont elle tombe amoureuse? Lui aussi a ses propres secrets. Paul Varjak, l'homme avec son propre marché. Paul, l'intérêt amoureux, est décrit comme un écrivain, mais est-il vraiment un écrivain? Dans le film, nous ne le voyons pas faire beaucoup de travail, nous ne lisons que quelques lignes de ses écrits inspirés par Holly. Au-delà de cela, il consacre peu de temps à son métier. Sa vie est plutôt payée par une femme mariée beaucoup plus âgée. Elle lui laisse de l'argent sur sa table de chevet après avoir même proposé de financer un week-end pour lui et Holly. La façon dont elle lui parle est claire. Paul n'est pas un homme libre, il est gardé par elle. Il est plus un employé qu'un amant. Cela change la façon dont nous le regardons. Ce n'est pas l'artiste pur et en difficulté qu'Hollywood nous montre habituellement. Il mène une vie confortable grâce à cet arrangement. En termes simples, Paul est payé. Encore une fois, il ne s'agit pas de moralité. Il en profite. Elle en profite, mais cela complique l'histoire d'amour. Paul est attiré par Holly, mais pourquoi ? Il dit qu'il veut l'aider, la sauver, mais la vérité est qu'il voit en elle quelqu'un d'encore plus abîmé que lui. Il ne s'agit pas vraiment de magie ou de destin, il s'agit de deux personnes brisées qui trouvent des morceaux d'elles-mêmes l'une dans l'autre. Certains y voient un renversement des rôles. Habituellement, ce sont les femmes qui sont montrées comme entretenues, tandis que les hommes sont forts et indépendants. Ici, c'est l'inverse. Mais tout comme Holly, la vie de Paul est loin du rêve que les gens imaginent. Leur histoire n'est pas née d'un charme de conte de fées. Elle est née de réalités chaotiques et compromises.
Et si cela ne suffisait pas, il y a une autre partie du film qui le rend encore plus difficile à regarder, avec une admiration aveugle. C'est quelque chose que les fans mettent souvent de côté, mais qui ne peut être ignoré, le rôle qui éclipse tout le reste. Au-delà des réalités chaotiques de Holly et Paul, le film a un autre problème, celui-ci ne fait pas que rendre l'histoire compliquée. Il rend le film lui-même douloureux pour de nombreux spectateurs aujourd'hui. Ce problème est le rôle de Mickey Rooney en tant que Monsieur Yunioshi. Il joue le propriétaire japonais de Holly, mais ce n'est rien de proche de l'authenticité. Rooney, un acteur blanc, portait un maquillage épais, de fausses dents et des manières exagérées pour jouer le rôle de soulagement comique. Le résultat n'était pas drôle, c'était raciste. Il était le seul personnage non blanc du film et son rôle était un pur stéréotype. Rien dans son personnage n'était nécessaire à l'intrigue. Il a simplement été ajouté pour faire rire. Avec le recul, c'est l'une des parties les plus critiquées de tout le film. Certains soutiennent que c'était une époque différente. Oui, le film a été réalisé en 1961, mais même alors, cette représentation était inutile et nuisible. Quand les gens célèbrent Breakfast at Tiffany's comme l'un des plus grands films jamais réalisés, ils oublient souvent de mentionner cela. C'est une vérité inconfortable cachée derrière l'élégance de Hepburn. Le style, la musique et le charme du film l'ont maintenu en vie pendant des décennies. Mais ce rôle est un rappel que l'histoire d'Hollywood est loin d'être parfaite. Chaque fois que quelqu'un cite Breakfast at Tiffany's comme son film préféré, il doit également faire face à cette réalité. Pour l'aimer, vous devez l'aimer les yeux ouverts, en connaissant ses défauts autant que sa beauté. Pensez-vous que Breakfast at Tiffany's aurait été le même classique si Marilyn Monroe avait joué Holly Golightly à la place d'Audrey Hepburn? Et quelle partie du film vous marque le plus? La mode, la musique ou les drames en coulisses? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood.